Qui t'a donné le droit d'annuler ce mariage? Hurla la future belle-mère, la voix tremblante de rage, en lui ordonnant de rester, même humiliée, même réduite au silence. Julie ne répondit pas à l'insulte. Elle se tourna vers l'homme qu'elle allait épouser et lui posa une seule question. Calme, irréversible. Après aujourd'hui, accepterait-il que sa famille continue de la traiter ainsi? Il hésita. Dans ce silence, Julie comprit qu'elle s'était trompée de chemin. Elle retira le solitaire, le rendit au marié, jeta le bouquet dans une poubelle et s'éloigna sans crier. Alors que l'hélicoptère l'attendait, les cris reprirent. Cette fois, elle décida qu'il paierait le prix. Julie Delon avait appris très tôt que le calme pouvait être une armure, mais aussi une prison. Elle se mouvait dans le monde avec une maîtrise presque parfaite de ses gestes, de sa voix et même de ses silences, comme si chaque détail devait être calibré pour ne pas déranger l'équilibre fragile des lieux qu'elle traversait. Elle n'était pas née prudente, elle l'était devenue, façonnée par des années passées à comprendre que pour une femme de ses origines, la moindre émotion mal interprétée pouvait être requalifiée en menace. Alors, elle s'était disciplinée. Elle avait fait de la retenue une seconde nature, non par faiblesse, mais par stratégie. Dans son enfance, on l'avait souvent décrite comme ambitieuse. Un mot qui, dans certaines bouches, sonnait moins comme un compliment que comme une accusation. Elle se souvenait encore du regard de certains enseignants lorsqu'elle levait la main trop souvent, ou de ses murmures dans les couloirs lorsque ses résultats dépassaient ceux que l'on attendait d'elle. Sa mère, Monique Delon, femme droite et lucide, avait fini par formuler une règle simple, presque douloureuse par sa clarté: tu devras être 2 fois meilleur pour recevoir la moitié du respect. Julie avait grandi avec cette phrase comme une ligne d'horizon, non pour s'y résigner, mais pour ne jamais se laisser surprendre. Adulte, elle était devenue exactement ce que son parcours exigeait d'elle. Une femme méthodique, rationnelle, formée aux chiffres, à la lecture des contrats et aux zones grises du pouvoir. Son métier dans l'évaluation d'investissement et le contrôle de conformité l'avait entraînée à lire ce qui ne se disait pas, à entendre les intentions dissimulées derrière des formulations élégantes, à reconnaître la domination lorsqu'elle se drapait de courtoisie. Elle savait que la politesse n'était jamais neutre et que certaines phrases aimables pouvaient servir à rappeler une hiérarchie invisible. Cette lucidité lui avait permis de réussir, mais elle avait aussi installé en elle une vigilance constante, presque épuisante. Ce que Julie désirait pourtant était d'une simplicité désarmante. Elle ne rêvait ni de faste, ni de reconnaissance sociale. Elle voulait un lieu humain avant d'être matériel, où elle n'aurait pas à se contracter pour être tolérée. Elle voulait aimer sans avoir à se justifier, exister sans avoir à prouver qu'elle méritait sa place. Elle aspirait à une maison intérieure, un espace où sa présence serait accueillie sans condition implicite. C'est dans ce contexte qu'elle avait rencontré Louis de Montmirail. La soirée était organisée au profit d'un programme de bourses éducatives, un événement soigné fréquenté par des mécènes et des cadres supérieurs. Julie s'y trouvait pour des raisons professionnelles autant que personnelles, attentive à ne jamais confondre engagement sincère et mise en scène philanthropique. Louis s'était approché d'elle sans empressement, avec une politesse dépourvue de condescendance, ce qui avait immédiatement retenu son attention. Il l'avait écouté parler de son travail sans l'interrompre, sans chercher à ramener la conversation à lui, et cela lui avait paru presque inhabituel. Louis était un homme qui savait se tenir. Il ne s'imposait pas. Il ne cherchait pas à impressionner par des références ostentatoires et, lorsqu'il complimentait Julie, il le faisait sans appropriation, sans cette nuance de supériorité déguisée qu'elle connaissait trop bien. Il lui avait dit un soir, avec un sourire calme, qu'il admirait la manière dont elle avait construit sa carrière par elle-même. Cette phrase, prononcée sans attente de reconnaissance en retour, avait fissuré quelque chose en elle. Elle avait voulu y croire. Leur relation s'était développée avec une régularité rassurante. Louis se montrait présent, attentif, cohérent dans ses paroles et ses actes. Il parlait de Julie à ses amis avec respect, et évoquait son travail comme une réussite en soi et jamais comme une curiosité exotique. Pour Julie, qui avait appris à se méfier des enthousiasmes rapides, cette constance avait valeur de promesse. Elle avait commencé à imaginer qu'il pouvait exister, même dans des cercles privilégiés, des hommes capables de se défaire des réflexes hérités. Pourtant, dès que le nom de la famille de Montmirail apparaissait dans la conversation, une tension subtile s'installait. Julie avait entendu parler de Catherine de Montmirail, la mère de Louis, réputée pour son contrôle absolu de l'image familiale et sa capacité à orienter les récits publics à son avantage. Elle connaissait aussi Philippe de Montmirail, son père,
homme attaché à la notion d'ordre et de continuité, pour qui chaque chose devait rester à la place que l'histoire lui avait assignée. La famille de Montmirail ne brillait pas par sa chaleur, mais par l'efficacité de son réseau et la solidité de ses alliances. Dans ce paysage déjà complexe, Charlotte de Montmirail, la sœur cadette de Louis, était apparue comme une figure plus accessible. Elle avait écrit à Julie, proposant son aide, se disant heureuse de faire sa connaissance. Cependant, ses messages, bien que polis, étaient étrangement précis. Elle posait des questions sur les diplômes, sur l'origine familiale, sur les relations professionnelles de Julie, comme si elle constituait un dossier plutôt qu'un lien. Julie, habituée aux procédures de vérification, avait reconnu ce ton sans pouvoir encore l'identifier clairement comme une menace. Malgré ces signaux, Julie avait accepté la demande en fiançailles de Louis. Elle s'était convaincue que l'amour pouvait atténuer les rigidités, que la difficulté d'une famille ne condamnait pas nécessairement un homme. Elle se répétait qu'un époux respectueux pouvait devenir un rempart, même face à un environnement exigeant. Cette pensée, bien qu'empreinte d'espoir, contenait déjà une faille que Julie n'avait pas encore osé nommer. La nuit de la demande en mariage, alors que l'émotion était encore vive, son téléphone avait vibré. À l'autre bout du fil se trouvait une connaissance du milieu financier, quelqu'un qui connaissait les usages et les stratégies de gestion de réputation. La voix avait été prudente, presque hésitante, la famille de Montmirail traverse une période délicate. Un mariage bien orchestré pourrait stabiliser leur image et envoyer un signal de continuité. Cette phrase, prononcée sans malveillance apparente, avait glacé Julie. Elle avait senti une froideur lui parcourir l'échine, comme si un courant d'air venait de s'engouffrer dans une pièce qu'elle croyait fermée. Elle n'avait rien dit à Louis ce soir-là. Elle avait rangé cette information dans un coin de sa mémoire, là où elle conservait les données sensibles en attente de confirmation. Elle avait choisi d'avancer, convaincue que la sincérité de Louis l'emporterait sur les calculs de son entourage. Pourtant, pour la première fois depuis le début de leur relation, Julie avait compris que l'amour, aussi réel soit-il, ne suffisait pas toujours à neutraliser les logiques de pouvoir. Elle avait accepté de continuer, mais quelque chose en elle avait déjà commencé à se préparer discrètement à l'éventualité d'un prix à payer. Le domaine des de Montmirail se dressait à l'écart de la route principale, protégé par une allée longue et silencieuse qui semblait conçue pour préparer les visiteurs à ce qui les attendait. Lorsque Julie descendit de la voiture, elle ressentit immédiatement cette impression familière d'entrer dans un espace qui n'avait pas été pensé pour elle. Rien n'était hostile de manière explicite, mais tout, du gravier soigneusement ratissé à la façade impeccablement entretenue, respirait l'exigence d'une conformité tacite. Catherine de Montmirail ouvrit la porte presque aussitôt, comme si elle avait attendu derrière le battant. Elle portait une tenue sobre, parfaitement coupée, et un sourire maîtrisé qui semblait avoir été répété devant un miroir. Ses yeux, cependant, ne souriaient pas. Ils glissèrent sur Julie avec méthode, s'attardant une fraction de seconde de trop sur ses cheveux, sur ses chaussures, sur la manière dont elle se tenait. Julie reconnut ce regard. Ce n'était pas de la curiosité, mais une évaluation. Le repas débuta sans heurts apparents, mais très vite, les questions de Catherine se succédèrent avec une régularité qui n'avait rien d'innocent. Elle demanda d'abord ce que faisaient les parents de Julie, puis où elle avait grandi, puis comment elle envisageait l'équilibre entre travail et maternité. Chaque interrogation était formulée avec douceur, mais l'insistance sur le mot « ma chère » plaçait Julie dans une posture d'enfant qu'on examine avant de lui accorder une place à table. Julie répondit avec calme, choisissant ses mots avec soin, consciente que la moindre inflexion pouvait être interprétée comme une insolence. Philippe de Montmirail, assis en bout de table, parlait moins, mais lorsqu'il intervenait, c'était pour rappeler des principes généraux qu'il présentait comme des évidences. Il évoquait la famille comme une institution, la transmission comme un devoir et le mariage comme un pilier social avant d'être une aventure personnelle. Son ton n'était ni agressif ni chaleureux, mais il avait la sécheresse d'une règle qu'on n'a pas besoin d'expliquer parce qu'elle est censée aller de soi. Julie comprit que ces phrases n'étaient pas destinées à nourrir la conversation, mais à poser un cadre. Un moment de flottement survint lorsqu'un cousin éloigné, prénommé François et présenté rapidement comme un habitué des lieux, demanda à Julie si elle pouvait récupérer un manteau posé près de l'entrée. Lorsqu'elle se présenta comme la fiancée de Louis, il esquissa un sourire embarrassé et se contenta de murmurer une excuse vague sans vraiment la regarder. Personne ne releva l'incident, comme si l'erreur était trop insignifiante pour mériter une correction. Louis, assis à côté de Julie, sembla percevoir son malaise, mais sa réaction se limita à une tentative d'apaisement.
Il posa une main légère sur son bras et murmura que sa famille n'était simplement pas habituée, qu'il ne fallait pas prendre ses maladresses à cœur. Cette phrase, bien que prononcée avec bienveillance, résonna étrangement en Julie. Elle y entendit moins une défense qu'un appel à la patience, comme si l'ajustement devait venir d'elle. Plus tard dans la soirée, Charlotte de Montmirail proposa à Julie de lui montrer la salle de bain attenante au salon. Charlotte était la sœur cadette de Louis, une jeune femme élégante, dotée d'une aisance sociale manifeste. Une fois à l'écart, elle abaissa légèrement la voix et glissa sur un ton faussement complice que leur mère appréciait la discrétion et que certains styles pouvaient être perçus comme trop voyants dans la famille. Elle précisa que ce n'était qu'un conseil donné pour éviter des malentendus. Julie remercia poliment, tout en ressentant cette sensation désagréable de voir son identité réduite à un paramètre à ajuster. Avant le dessert, Catherine fit apporter un dossier mince qu'elle posa devant Julie avec un sourire satisfait. Elle expliqua qu'il s'agissait d'un contrat de mariage, une formalité nécessaire pour protéger toutes les parties impliquées. Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Julie prit le temps de parcourir les pages, notant immédiatement les clauses relatives à l'image publique, aux déclarations médiatiques et aux engagements professionnels. Certaines dispositions lui parurent excessivement contraignantes. Avec la précision qui la caractérisait, Julie formula quelques observations suggérant des ajustements pour rééquilibrer certaines obligations. Elle utilisa un langage juridique clair, sans agressivité mais sans ambiguïté. Philippe de Montmirail releva la tête et la fixa avec une attention nouvelle, comme s'il venait d'identifier en elle une variable imprévue. Le silence qui suivit fut bref mais lourd de sens. Ce soir-là, en regagnant l'appartement qu'ils partageaient, elle resta silencieuse un moment puis posa à Louis une question simple. Elle lui demanda ce qu'il ferait si elle continuait à être traitée avec une condescendance à peine voilée. Louis répondit qu'il essaierait d'arranger les choses, qu'il parlerait à sa mère, qu'il ferait de son mieux. Le mot « essayer » resta suspendu entre eux, fragile et insuffisant. Julie comprit que ce n'était pas une garantie, mais une esquive polie. Avant de se coucher, Julie ouvrit un carnet qu'elle utilisait rarement. Elle y nota sans colère les phrases prononcées, les regards échangés, les moments précis où elle s'était sentie réduite à un rôle. Ce n'était pas un acte de vengeance, mais un exercice de lucidité. Elle refusait de se laisser convaincre que tout cela n'était que le fruit de son imagination. En refermant le carnet, elle sut que cette soirée n'était pas un simple faux pas, mais le premier signal d'un chemin semé d'exigences silencieuses. À partir du moment où les préparatifs du mariage commencèrent officiellement, Julie comprit que la cérémonie ne serait pas conçue comme une célébration, mais comme une démonstration. Catherine de Montmirail prit les rênes avec une efficacité redoutable, transformant chaque détail en élément d'un dispositif soigneusement calibré. Le lieu fut choisi pour sa portée symbolique plus que pour sa beauté, un domaine privé régulièrement utilisé pour des événements mondains, où chaque image publiée servait à rappeler la permanence et la supériorité supposée de la famille. Les réunions d'organisation se succédaient sans que Julie n'y soit réellement conviée. Lorsqu'elle formulait une préférence, Catherine répondait par une phrase douce, presque maternelle, mais dont la netteté coupante ne laissait aucun espace de discussion. Elle lui expliquait que ce genre d'événement obéissait à des codes précis et que Julie n'avait pas encore l'habitude de leur manière de faire. Julie reconnaissait là une technique qu'elle connaissait bien dans son travail, celle qui consiste à délégitimer une voix en la renvoyant à son manque supposé d'expérience. La liste des invités fut bouclée avant même qu'elle ait pu y ajouter les noms de certains proches. Les amis de la famille de Julie furent intégrés tardivement, relégués à des catégories secondaires, tandis que des relations d'affaires lointaines occupaient des places de choix. Lorsque Julie s'en étonna, Catherine expliqua avec un sourire parfaitement contrôlé que tout avait été pensé pour le confort de chacun. Elle ajouta que la famille de Julie serait placée dans une zone plus calme, proche des accès, afin qu'ils puissent circuler facilement sans se sentir observés. Ce fut en découvrant le plan de table que Julie ressentit pour la première fois une humiliation claire, difficile à ignorer. Les siens étaient installés près de l'espace réservé au personnel, suffisamment loin de la table centrale pour disparaître dans l'arrière-plan des photographies. Catherine présenta cette décision comme un geste attentionné, mais Julie comprit qu'il s'agissait d'un message soigneusement construit, un rappel silencieux de la hiérarchie implicite qui régissait cette famille. Lors de l'essayage de la robe, Catherine accompagna Julie dans la cabine, observant chaque mouvement avec un intérêt presque clinique. Lorsque Julie sortit vêtue de blanc, Catherine hocha lentement la tête avant de prononcer une phrase qui resta longtemps suspendue dans l'air. Elle déclara que le blanc devait être parfaitement pur, car certaines nuances pouvaient trahir des imperfections.
Julie comprit immédiatement que cette remarque ne concernait pas le tissu, mais la personne qui le portait. Charlotte, de son côté, redoublait de messages rassurants. Elle se montrait présente, attentive, toujours prête à offrir un conseil ou une oreille compatissante. Cependant, ses suggestions prenaient une tournure de plus en plus précise. Elle demanda à Julie si elle pouvait lui envoyer son discours à l'avance, sous prétexte de vérifier qu'il ne contenait rien qui puisse être mal interprété. Elle parlait de gestion des risques, de perception publique, utilisant un vocabulaire qui rappelait étrangement celui de leur mère. Julie ne répondit pas immédiatement, mais cette demande confirma ce qu'elle pressentait depuis quelque temps. Charlotte n'était pas une alliée, mais un relais. Chaque confidence pouvait être transformée en données, chaque hésitation en argument contre elle. Cette prise de conscience ne provoqua pas de colère, mais une vigilance accrue. Pendant ce temps, Louis devenait de plus en plus absent. Il passait ses soirées dans des réunions avec des partenaires que Julie n'avait jamais rencontrés, évoquant des discussions importantes qu'il ne pouvait pas reporter. Lorsqu'elle exprimait son malaise, il lui demandait de faire preuve de patience. Il répétait que tout s'apaiserait après le mariage, comme si cette cérémonie avait le pouvoir magique de résoudre des tensions profondément ancrées. Julie formula alors une demande simple, presque modeste. Elle souhaitait que sa famille soit assise à une place d'honneur, non par vanité, mais par respect. Louis acquiesça, promettant d'en parler à sa mère. Mais les jours passèrent sans qu'il n'aborde le sujet. Chaque fois qu'elle le relançait, il expliquait que le moment n'était pas opportun et qu'il ne voulait pas attrister Catherine à l'approche d'un événement aussi important. Un soir, elle reçut un courrier électronique provenant d'une adresse qu'elle ne reconnut pas. Le message ne contenait qu'une capture d'écran montrant une conversation de groupe. Une phrase y apparaissait clairement, dépourvue de contexte, mais suffisamment explicite pour ne laisser aucun doute sur son intention. Elle disait que Julie devait simplement connaître sa place. Julie ne chercha pas à identifier l'expéditeur, car elle comprit que l'essentiel n'était pas la source, mais l'existence même de ce dispositif de dénigrement. Elle décida alors de consulter maître Sophie Marchand, une avocate qu'elle connaissait depuis plusieurs années et en qui elle avait toute confiance. Sophie prit le temps d'analyser les documents, puis expliqua calmement que les familles obsédées par leur image réagissaient rarement avec retenue lorsqu'elles se sentaient menacées. Elle conseilla à Julie de se préparer à une éventuelle réécriture des faits. Car perdre la face était, pour ce type de milieu, une offense impardonnable. C'est à ce moment-là que Julie envisagea une solution concrète, dénuée de toute mise en scène. Elle réserva un hélicoptère pour le jour du mariage, non pour impressionner qui que ce soit, mais pour s'assurer qu'elle pourrait partir si la situation l'exigeait. Ce choix n'était pas un geste de défi, mais un acte de prévoyance. Julie savait qu'une vraie liberté commence toujours par la possibilité de se retirer sans demander la permission. À mesure que le jour du mariage approchait, Julie prit conscience d'une vérité inconfortable qu'elle avait longtemps repoussée. Son plus grand point faible n'était ni la fatigue ni la peur des autres, mais cette discipline intérieure qu'elle avait confondue avec de la dignité. Depuis l'enfance, elle avait appris à se contenir, à absorber les remarques, à lisser les aspérités de sa propre colère pour ne jamais être perçue comme celle qui trouble l'ordre établi. Cette habitude, qui l'avait protégée dans bien des contextes professionnels, devenait maintenant une prison silencieuse. Catherine de Montmirail franchit une nouvelle étape lorsqu'elle annonça presque avec fierté la venue d'un photographe réputé pour ses chroniques mondaines. Cet homme, connu pour manier une ironie à peine voilée et des sous-entendus souvent teintés de condescendance sociale, avait déjà publié des portraits où la frontière entre admiration et jugement était volontairement floue. Julie comprit immédiatement le rôle qu'on attendait d'elle. Elle ne serait pas présentée comme une femme à part entière, mais comme une figure décorative, l'incarnation d'un récit de dépassement soigneusement encadré. Une preuve que la famille de Montmirail savait se montrer ouverte sans jamais céder le contrôle. Lorsqu'elle évoqua ses inquiétudes avec Louis en parlant de l'image qui serait donnée d'elle et de leur couple, il répondit d'un ton qu'il voulait rassurant qu'il valait mieux laisser sa mère gérer ces aspects. Il expliqua que cela éviterait des tensions inutiles et que tout serait plus simple ainsi. En prononçant ces mots, il ne se rendit pas compte qu'il venait de céder, sans même s'en apercevoir, une part essentielle de leur avenir commun. Julie sentit un frisson la parcourir, car elle comprit que cette délégation n'était pas ponctuelle, mais profondément ancrée. Peu après, elle reçut un appel de Sophie Marchand qui lui proposa de passer la voir. Sophie, toujours directe sans être brutale, lui parla d'un exercice simple qu'elle appelait un « test de clarté ». Elle lui expliqua que certaines réponses n'étaient pas faites pour rassurer, mais pour révéler.
Elle conseilla à Julie de poser une seule question précise et sans détour, et d'accepter la réponse, quelle qu'elle soit. Selon Sophie, l'absence de réponse était parfois plus éloquente qu'un long discours. Les signes s'accumulèrent dans les jours suivants. Charlotte, lors d'une conversation apparemment anodine, évoqua des éléments financiers concernant la famille de Julie que celle-ci n'avait jamais partagés. Elle parla de chiffres, de placements, de trajectoires professionnelles, comme si ces informations avaient été collectées méthodiquement. Julie comprit alors sans l'ombre d'un doute que Charlotte n'était pas simplement curieuse, mais qu'elle participait activement à une forme d'évaluation continue destinée à nourrir le regard stratégique de Catherine. Julie observa également Louis avec une attention nouvelle. Chaque fois que sa mère formulait une remarque acerbe, il esquissait un sourire embarrassé, cherchant à désamorcer plutôt qu'à confronter. Lorsque Catherine insistait sur des règles ou des traditions, il acquiesçait parfois en silence, parfois par une plaisanterie qui diluait la gravité de ses propos. Et lorsque Julie exprimait son malaise, il lui demandait de ne pas se formaliser, comme si ses émotions relevaient d'un dysfonctionnement mineur. La veille du mariage, le calme apparent de l'appartement contrastait avec la tension qui habitait Julie. Elle demanda à Louis de s'asseoir avec elle, non pour une discussion interminable, mais pour un échange clair. Elle lui posa alors la question que Sophie lui avait suggérée, sans élever la voix et sans détourner le regard. Elle lui demanda, que ferait-il si, le lendemain, sa mère venait à manquer de respect à sa famille. Louis resta silencieux un long moment. Son regard se perdit, non par hésitation superficielle, mais parce qu'il était confronté à un conflit plus profond qu'il ne l'avait jamais admis. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était grave. Il expliqua qu'il ne souhaitait pas de guerre au sein de sa famille et qu'il croyait sincèrement que sa mère agissait selon ce qu'elle estimait juste. Il ajouta qu'à ses yeux, préserver l'équilibre et les traditions de cette structure familiale était essentiel, car c'était elle qui l'avait façonnée. Ces mots frappèrent Julie avec une précision chirurgicale. Elle comprit que le problème n'était pas un manque de courage ponctuel, mais un choix de valeur. Louis ne cherchait pas seulement à éviter le conflit, il adhérait à un système où l'individu devait se plier à l'ordre existant. Dans cet ordre, Julie serait toujours celle qui devrait s'adapter, celle dont la présence nécessitait des ajustements. Jamais une évidence. Elle ne ressentit ni colère explosive, ni désir de confrontation immédiate. À la place, une lucidité froide s'installa. Elle réalisa que si elle entrait dans ce mariage, elle accepterait de vivre selon des règles qu'elle n'avait pas contribué à définir. Cette pensée, plus que toutes les humiliations subies, fit naître en elle une tristesse profonde. Cette nuit-là, elle prépara ses affaires avec méthode. Elle rassembla ses documents personnels, sauvegardant ses contacts essentiels et rédigea un message à destination de ses proches sans encore l'envoyer. Elle ne se sentait pas triste, mais déterminée à ne plus se perdre dans une histoire qui ne la reconnaissait pas pleinement. Avant d'éteindre la lumière, elle se formula une promesse silencieuse. Elle se rappela que l'amour ne devait jamais exiger l'effacement de soi et que toute union bâtie sur un déséquilibre finirait par devenir une cage dorée. Le matin du mariage s'ouvrit sous une lumière éclatante, soigneusement orchestrée pour flatter les façades et lisser les angles. Tout semblait parfait, mais Julie sentit dès les premières minutes que cette perfection était glaciale, semblable à ces vitrines où rien ne vit vraiment. Autour d'elle, des personnes s'affairaient avec une précision mécanique, répétant les gestes prévus, suivant un programme établi depuis longtemps. Elle comprit alors que cette journée n'était pas conçue pour célébrer une union, mais pour confirmer une image déjà décidée. Dans la pièce où elle se préparait, Catherine se tenait droite, attentive aux moindres détails. Elle ajusta la robe de Julie avec le soin qu'on réserve à un objet précieux mais impersonnel. Elle lissait un pli, rectifiait une épingle, repositionnait un bijou, puis prenait du recul pour vérifier l'effet global. Lorsqu'elle déclara que cette journée était avant tout celle de la famille, son ton était calme, presque tendre. Pourtant, Julie perçut clairement le sens réel de ces mots. Ce n'était pas son jour, mais celui d'un nom, d'un héritage et d'une mise en scène collective dans laquelle elle n'était qu'un élément fonctionnel. Peu avant la cérémonie, Julie remarqua un mouvement discret à l'entrée du domaine. Sa famille était dirigée vers un passage secondaire, présenté comme un itinéraire plus pratique. Personne ne prit la peine d'expliquer cette décision. Julie observa sa mère qui esquissa un sourire contraint pour éviter toute scène. Ce sourire, chargé d'effort et de dignité, frappa Julie plus durement que toutes les remarques qu'elle avait subies. Jusque-là, elle comprenait que le silence imposé à sa famille était une violence feutrée, soigneusement dissimulée sous des arguments logistiques. Avant que la musique ne commence,
Julie demanda à Louis de la suivre à l'écart, derrière un rideau de verdure qui les isolait du tumulte. Elle ne parla ni des humiliations passées, ni des paroles blessantes. Elle posa une question simple, tournée vers l'avenir, avec une clarté qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Elle lui demanda si, une fois mariée, sa famille continuerait à être traitée avec cette condescendance, et si elle devrait s'y habituer. Louis resta immobile, le regard fuyant. Il comprit immédiatement la portée de la question et la gravité de la réponse qu'elle exigeait. Il ouvrit la bouche puis la referma, conscient que toute affirmation sincère ferait s'effondrer l'édifice soigneusement construit autour d'eux. Son silence se prolongea, lourd et définitif. Julie n'y vit pas de la cruauté, mais une incapacité profonde à rompre avec un ordre qu'il jugeait plus important que toute promesse individuelle. Ce silence fut pour Julie une confirmation. Elle hocha légèrement la tête, non par résignation, mais par reconnaissance lucide de la réalité. Sans élever la voix, elle retira le solitaire de son doigt et le plaça dans la main de Louis. Elle lui expliqua calmement qu'elle ne se détournait pas de ce mariage à cause des paroles de sa mère, mais parce qu'il n'avait pas pu lui garantir un avenir fondé sur le respect. Elle ajouta qu'elle refusait d'entrer dans une union où elle devrait continuellement négocier sa dignité. Julie quitta ensuite l'espace réservé à la cérémonie et se dirigea vers une table où reposait son bouquet. Elle prit un instant, observa les fleurs arrangées avec soin, puis, sans hésitation, le déposa dans une poubelle située à proximité. Ce geste simple et irréversible mit fin à la représentation. Elle ne voulait plus jouer le rôle de la mariée idéale, ni participer à un rituel qui ne la reconnaissait pas comme un sujet à part entière. Autour d'elle, les murmures s'intensifièrent, les organisateurs, pris de panique, échangeaient des regards inquiets. Catherine réagit immédiatement, donnant des instructions fermes pour maintenir le déroulement de l'événement. Elle tenta de verrouiller le rythme, convaincue qu'un mariage pouvait encore avoir lieu sans consentement réel, pourvu que le protocole soit respecté. Cette réaction révéla à Julie l'ampleur du déni dans lequel cette famille se réfugiait. Mais elle ne chercha ni à expliquer ni à convaincre. Elle se contenta de récupérer ses effets personnels et de se diriger vers la sortie. Elle avait anticipé ce moment et organisé son départ sans dépendre de quiconque. Cette préparation lui permit de quitter les lieux sans être happée par des négociations émotionnelles ou des tentatives de culpabilisation. Alors qu'elle traversait le domaine, Julie ressentit une étrange combinaison de tristesse et de soulagement. Elle savait que ce choix serait interprété, commenté et peut-être déformé. Pourtant, elle se sentait étonnamment calme. Elle avait cessé de lutter pour une place qui ne lui avait jamais été offerte librement. Ce départ n'était pas une défaite, mais une reprise de contrôle. Derrière elle, la cérémonie continuait à vaciller, privée de son centre réel. Devant elle, un avenir incertain s'ouvrait, mais un avenir qu'elle pouvait désormais façonner selon ses propres règles. Julie franchit le seuil du domaine sans se retourner, consciente que ce pas, plus que toute promesse prononcée devant un autel, engageait pleinement sa vie. Julie traversa le jardin d'un pas régulier, comme si chaque foulée devait confirmer ce qu'elle venait d'accomplir. L'herbe était parfaitement entretenue, encore humide d'une rosée tardive, et le bourdonnement lointain des conversations formait une rumeur indistincte derrière elle. Au centre de la pelouse, l'hélicoptère attendait. Moteur à l'arrêt, silhouette immobile prête à l'emporter loin de ce théâtre. Julie avait prévu ce départ comme on prévoit une issue de secours, sans intention de l'utiliser, mais avec la certitude qu'elle existait, elle espérait encore quitter les lieux sans éclat, sans offrir à quiconque la satisfaction de la voir se justifier. Derrière elle, des pas précipités retentirent. Louis apparut au détour de l'allée, visiblement essoufflé, mais il fut presque aussitôt retenu par des membres de sa famille qui tentaient de le ramener vers le cœur de l'événement. Il appela Julie par son prénom, une seule fois, puis une seconde, comme s'il espérait que le son de sa voix suffirait à la faire se retourner. Il n'y avait cependant dans cet appel ni promesse ni engagement, seulement l'urgence tardive de celui qui comprend trop tard que l'instant décisif est déjà passé. Julie posa la main sur la rambarde métallique menant à l'appareil. Le métal était froid sous ses doigts. Son esprit, à cet instant précis, se vida de toute projection. Elle n'imaginait plus ce qu'aurait été sa vie avec Louis, ni les concessions qu'elle aurait dû accumuler pour survivre dans cet univers. Elle venait de rayer un futur qui ne lui appartenait pas et ce geste avait laissé en elle un espace blanc, presque paisible. C'est alors qu'une voix déchira le calme relatif du jardin. Catherine surgit à quelques mètres, le visage déformé par une colère qu'elle n'avait plus la patience de dissimuler. Elle cria que Julie n'avait aucun droit de décider ainsi, que ce mariage ne concernait pas seulement deux individus mais une lignée entière.
Elle affirma que, quelles que soient les paroles qu'elle avait pu prononcer, l'événement devait se dérouler comme prévu. Car la réputation des de Montmirail ne pouvait être compromise par le caprice d'une femme qui refusait de comprendre sa place. Ces mots frappèrent Julie avec une clarté brutale. Elle se figea un instant, non par peur, mais parce qu'elle saisissait enfin l'ampleur du mécanisme à l'œuvre. Si elle partait sans répondre, ils rempliraient le silence avec leur propre version. Elle serait décrite comme instable, ingrate, incapable de respecter les usages. Ils se présenteraient comme les victimes d'un affront imprévisible. Le récit serait façonné à leur avantage, comme tout ce qui, jusqu'ici, avait été façonné sans elle. Julie ne se retourna pas pour affronter Catherine. Elle comprit que répondre par des cris ou des explications ne ferait que nourrir le spectacle qu'on attendait d'elle. En revanche, elle prit une décision plus profonde, moins visible, mais infiniment plus déterminante. Elle décida de ne plus laisser cette famille écrire l'histoire à sa place. Elle utiliserait les outils qu'elle maîtrisait, ceux de la loi, des procédures et des faits vérifiables, pour empêcher toute falsification. Elle monta dans l'hélicoptère et s'installa sur le siège arrière. Le pilote la salua brièvement, attendant son signal. Avant de boucler sa ceinture, elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Sophie répondit presque immédiatement. Julie lui expliqua calmement qu'il était temps d'activer le plan prévu. Elle demanda que toutes les mesures nécessaires soient prises pour protéger son nom et empêcher toute manipulation médiatique. Elle ne cherchait pas la vengeance, mais l'équité. Sophie, d'une voix posée, confirma qu'elle s'en chargerait. Lorsque le moteur se mit en marche, le bruit envahit l'espace et coupa court aux voix qui tentaient encore de s'imposer. L'hélicoptère s'éleva lentement, faisant reculer le jardin, la maison et les silhouettes figées en contrebas. Julie regarda la scène s'éloigner sans éprouver la moindre exaltation. Elle ne ressentait pas le triomphe, mais une lucidité presque douloureuse. Elle comprit que le pouvoir de cette famille reposait sur l'habitude des autres de se taire, d'accepter, de se retirer sans bruit. À mesure que l'appareil prenait de l'altitude, Julie sentit une détermination nouvelle se former en elle. Elle ne se contenterait plus de survivre à des structures qui l'excluaient subtilement. Elle exposerait leur méthode chaque fois qu'elle franchirait la ligne de la dignité humaine. Ce n'était pas une croisade personnelle, mais une exigence de vérité. Elle savait que ce choix aurait des conséquences, mais elle acceptait désormais de les assumer pleinement. En regardant le domaine rapetisser sous ses yeux, Julie sut qu'elle venait de traverser un point de non-retour. Elle quittait un monde où son silence était interprété comme une permission. Elle entrait dans un espace plus incertain mais infiniment plus juste, où sa voix ne serait plus un risque, mais une nécessité. Le ciel s'ouvrit devant elle, vaste et indifférent, tandis que l'hélicoptère poursuivait sa trajectoire, portant avec lui la fin d'une autre histoire imposée et le début d'une autre, qu'elle écrirait enfin selon ses propres règles. La nouvelle se propagea avec la rapidité propre aux milieux qui vivent de leurs reflets. À peine Julie avait-elle quitté le domaine que la famille de Montmirail activa ses relais habituels, des messages circulaires, soigneusement formulés, évoquant une fiancée imprévisible, trop ambitieuse, incapable de comprendre les usages et désireuse d'attirer l'attention. Le récit était lisse, presque crédible parce qu'il reprenait des stéréotypes éprouvés. Catherine savait que l'opinion se gagne par la répétition et l'insinuation, et elle comptait sur l'usure du doute pour refermer l'épisode. Julie choisit une autre voie. Elle publia une déclaration courte et factuelle, rédigée avec la précision d'une note de conformité. Elle y expliquait qu'elle avait quitté la cérémonie parce qu'elle n'avait pas obtenu l'assurance d'un respect durable pour l'avenir, et qu'elle refusait d'entrer dans une union où cette garantie faisait défaut. Elle ne citait aucun nom, ne formulait aucune accusation personnelle et se contentait d'énoncer une limite claire. Cette sobriété surprit ceux qui attendaient une riposte émotionnelle, car elle ne laissait aucune prise à la caricature. Dans le même temps, Julie mit en œuvre une démarche plus discrète, guidée par les méthodes qu'elle maîtrisait depuis des années. Elle envoya à Charlotte un document présenté comme une note interne de préparation médiatique, rédigé dans un style neutre et technique. Le texte contenait une formulation précise et une référence temporelle volontairement singulière, un marqueur que seule Charlotte recevait. Il ne s'agissait pas d'un mensonge diffamatoire, mais d'un élément traçable conçu pour tester la chaîne de diffusion. Avec Sophie Marchand, Julie organisa parallèlement des échanges formels avec l'organisateur de l'événement et un responsable d'un média présent ce jour-là. L'objectif n'était pas de dénoncer, mais d'observer. Elle surveillait la circulation des informations, les variations de vocabulaire et les délais entre réception et publication.
Cette approche patiente et méthodique relevait d'une gestion des risques plutôt que d'une attaque frontale. Lorsque la famille de Montmirail diffusa un communiqué reprenant mot pour mot la formulation singulière contenue dans la note transmise à Charlotte, la démonstration devint évidente. Julie ne rendit pas l'affaire publique. Elle transmit la preuve à un cercle restreint comprenant le responsable des relations publiques de l'événement, deux partenaires stratégiques de la famille et l'avocat mandaté par les de Montmirail. Chacun comprit immédiatement la portée du dossier. Il ne s'agissait pas d'un scandale bruyant, mais d'une violation claire des règles implicites du jeu, celles qui garantissent la confiance entre acteurs influents. Charlotte se retrouva exposée, non par une fuite accidentelle, mais par une analyse rigoureuse de ses actes. La révélation n'eut pas besoin d'être annoncée pour produire ses effets. Les partenaires prirent leur distance. Non par crainte de Julie, mais par aversion pour les pratiques opaques. Catherine perdit l'avantage qu'elle croyait définitif, car son pouvoir reposait sur la maîtrise de l'image, et cette maîtrise venait d'être contredite par des faits. Louis demanda à voir Julie quelques jours plus tard. Ils se retrouvèrent dans un lieu neutre, sans décor ni témoin. Pour la première fois, il parla sans détour. Il admit qu'il avait toujours cru que l'ordre familial devait primer sur les désirs individuels et qu'il avait imaginé que Julie finirait par s'adapter, comme tant d'autres femmes avant elle. Il ne cherchait pas à se justifier, mais à comprendre ce qu'il avait perdu. Julie l'écouta sans colère. Elle lui répondit avec une simplicité qui le laissa sans voix. Elle lui expliqua qu'elle n'était pas partie à cause de sa mère, mais parce qu'il avait choisi un monde où elle devrait sans cesse demander sa place. Elle ajouta qu'elle ne pouvait aimer quelqu'un qui confondait la stabilité d'un système avec la justice due à une personne. Ces mots, prononcés sans reproche, eurent sur Louis l'effet d'un vide soudain. Il retourna dans la maison familiale où chaque geste demeurait conforme, chaque rituel intact. Tout était à sa place et pourtant, il comprit que quelque chose d'essentiel manquait. Il avait perdu la seule personne qu'il avait regardée comme un homme avant de le voir comme un héritier. Cette prise de conscience tardive et irréversible constituait sa véritable sanction. Aucun patrimoine ni aucune cérémonie ne pouvait combler ce manque. Julie, de son côté, ne chercha pas à capitaliser sur l'épisode. Elle lança un programme de mentorat destiné à de jeunes femmes confrontées à des discriminations similaires, en s'appuyant sur des partenariats solides et des critères transparents. Ce projet ne visait pas à redorer une image, mais à transformer une épreuve personnelle en mécanisme de protection pour d'autres. Elle y investit du temps et des ressources avec la même rigueur qu'elle avait toujours consacrée à son travail. Son nouvel équilibre ne se mesurait pas en gains matériels, mais en liberté retrouvée. Elle pouvait désormais choisir ses engagements, quitter les espaces qui refusaient le respect et vivre sans avoir à prouver sa légitimité. Elle comprit que la dignité n'était jamais un privilège accordé, mais une position que l'on occupe en refusant de se taire. Dans ce silence enfin rompu, Julie trouva une paix durable, celle qui naît lorsque l'on cesse de demander la permission d'exister. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de Julie Delon jusqu'au bout. Si ce récit vous a marqué, c'est peut-être parce qu'il s'inspire de situations bien réelles, vécues chaque jour par des femmes qui apprennent trop tard que le respect n'est jamais implicite. Personnellement, je crois que le courage de Julie ne réside pas dans le départ, mais dans le moment précis où elle a cessé de se taire. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? N'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire. Dites-nous d'où vous regardez et soutenez la chaîne en vous abonnant et en laissant un like. Merci à vous.